Pendant que je dînais, mon téléphone a soudainement sonné. Mon petit frère a dit froidement, « Grand-père m'a légué tout son héritage. Tu n'auras pas un seul centime. » Mes parents ont éclaté de rire. Enfin, cette fille est hors jeu. J'ai basculé l'appel en vidéo. Vous savez tous qui est assis juste à côté de moi. Son visage a blêmi à l'instant où il a vu. Pendant que je dînais un mardi soir humide à Little Rock, mon téléphone a soudainement sonné sur la table de la cuisine. Je m'appelle Mallory. J'ai 32 ans et ce simple appel téléphonique a complètement brisé ma famille. J'ai décroché l'appel de mon jeune frère. Au moment où j'ai appuyé sur répondre, sa voix est parvenue, glaciale et calculatrice. Grand-père est décédé ce matin, a-t-il dit sèchement. Il m'a laissé tout son domaine forestier. Tu n'auras pas un seul centime. Avant même que je puisse assimiler ces paroles froides, j'ai entendu mes parents applaudir en arrière-plan. Mon père a eu un rire dur tandis que ma mère lâchait, « Enfin, cette fille est hors du tableau. » Au lieu de pleurer ou de me disputer, j'ai silencieusement tapoté l'écran et suis passé en appel vidéo. J'ai incliné mon téléphone vers l'homme assis juste à côté de moi. Mon grand-père coupait nonchalamment un morceau de steak grillé. Il a levé les yeux, a pris une longue bouchée et a regardé directement dans la caméra. Le visage de mon frère est devenu d'une pâleur fantomatique à l'instant où il l'a vu. Le rire de mes parents s'est figé instantanément. De l'autre côté de la table, mon grand-père s'est essuyé la bouche avec une serviette et s'est penché plus près de l'écran. « Avant que tu ne vides mon domaine, ma chérie, ça te dérangerait de me laisser finir mon dîner d'abord ?» Mon frère a marmonné quelque chose en panique totale avant de raccrocher brutalement. Si vous voulez voir comment cette trahison familiale dramatique se déroule, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications pour soutenir la chaîne. 20 minutes après que l'appel vidéo se soit terminé dans un silence complet, mon téléphone a commencé à vibrer continuellement avec des appels frénétiques de maman et papa. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir en granit et l'ai laissé vibrer jusqu'à ce que l'écran devienne finalement noir. De l'autre côté de la table, mon grand-père a calmement fini son steak, s'essuyant nonchalamment les mains avec une serviette, comme si mon jeune frère, Cody, n'avait pas juste essayé de le déclarer mort. Nous n'avons pas discuté de l'appel pour le reste de la soirée car il n'y avait pas besoin d'alimenter leur folie. Au lieu de cela, j'ai versé 2 verres de thé glacé, je l'ai aidé à organiser sa boîte de médicaments quotidienne et je me suis assuré qu'il était confortablement installé dans la chambre d'amis. Tôt le lendemain matin, sous la chaleur lourde et humide de l'Arkansas, j'ai conduit ma Ford F-150 vers le centre-ville de Little Rock. Le trafic matinal le long de l'Interstate 35 était inhabituellement léger, nous permettant d'arriver à notre destination en avance. Nous nous dirigions directement vers le cabinet d'avocat de notre avocat de succession familiale, Spencer Croft, un homme vif aux cheveux blancs au début de la soixantaine qui s'occupait des affaires de mon grand-père depuis plus de 2 décennies. Spencer Croft nous attendait déjà dans son bureau d'angle, 2 grandes tasses en carton de café noir corsé reposant sur la table de conférence en acajou poli. Dès que nous nous sommes assis, j'ai expliqué l'appel téléphonique bizarre de la nuit précédente, y compris le détail terrifiant que Cody prétendait que tout le domaine lui avait été laissé uniquement à lui. Spencer Croft s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, un sourire subtil touchant ses lèvres avant que son expression ne devienne sérieuse. Il a sorti un épais dossier manille jauni de son tiroir de bureau et a étalé plusieurs documents juridiques sur la table. Il a expliqué que 2 semaines plus tôt, Cody avait appelé son bureau de manière inattendue pour poser des questions détaillées sur un document spécifique. Ce document était un testament obsolète que mon grand-père avait signé il y a 10 ans, bien avant que je sois ajouté à la succession, à l'époque où Cody était encore considéré comme le seul héritier principal après le décès de ma grand-mère. Cody avait trouvé d'une manière ou d'une autre une copie de ce vieux document dans un classeur non sécurisé dans l'ancien atelier de mon grand-père et avait supposé que c'était toujours la version active et juridiquement contraignante. Spencer Croft a secoué la tête lentement, précisant que l'Ancien Testament avait été officiellement révoqué il y a 5 ans lorsque mon grand-père a mis à jour son plan de succession pour s'assurer que j'étais nommée comme cohéritière à parts égales et exécutrice principale. Votre frère pensait qu'il tenait le ticket d'or, a dit Spencer Croft, en faisant glisser le plan de succession actuel et valide vers nous. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'un brouillon de 10 ans ne signifie absolument rien aux yeux du tribunal une fois qu'un document notarié plus récent existe. Alors le puzzle de la façon dont Cody est arrivé à une conclusion si imprudente s'est finalement assemblé. Le lundi après-midi, une ambulance s'était brièvement arrêtée dans l'allée de mon grand-père après qu'il ait connu une baisse mineure de sa glycémie en travaillant dans son jardin. Les ambulanciers ont vérifié ses signes vitaux sur place,
lui ont donné un verre de jus d'orange et l'ont transporté à la clinique locale par pure mesure de précaution. Un voisin curieux avait été témoin des véhicules d'urgence et avait laissé un message vocal vague et paniqué sur le téléphone de mon père, affirmant que mon grand-père avait été emmené et que la maison était complètement sombre. Poussé par la cupidité et une impatience pure, Cody avait appelé la clinique tard le lundi soir, exigeant de connaître l'état de mon grand-père. Cependant, parce que Cody n'était pas répertorié comme un représentant médical désigné, le personnel de l'hôpital a strictement appliqué les lois fédérales sur la confidentialité en vertu de l'AIPA et a refusé de divulguer le moindre détail sur l'état de mon grand-père. Plutôt que de se rendre sur place pour prendre des nouvelles de sa propre famille ou simplement de prendre le téléphone pour m'appeler, Cody a fait une supposition folle et arrogante que mon grand-père était décédé au milieu de la nuit. Il a supposé que le manque d'informations signifiait le pire absolu, et au lieu de faire son deuil, son tout premier instinct a été de se précipiter pour réclamer l'héritage avant que quiconque puisse réagir. Mon grand-père regardait par la fenêtre du gratte-ciel l'horizon de Little Rock, posant ses deux mains sur le pommeau de sa canne en bois. La trahison financière le blessait, mais la réalisation que son propre petit-fils attendait avec impatience sa mort le touchait bien plus profondément. Spencer Croft nous a averti que bien que l'annonce prématurée de Cody ait lamentablement échoué, son désespoir pour l'argent signifiait qu'il chercherait probablement un autre angle pour contester la succession. Alors que nous nous levions pour quitter le cabinet d'avocats, mon grand-père s'est tourné vers Spencer Croft et lui a demandé d'examiner chaque compte d'actifs lié au domaine forestier familial, déterminé à protéger ce qui nous revenait de droit. Le jeudi après-midi, le rythme tranquille de notre semaine a été rompu lorsque la Ford F-150 de mon père s'est garée agressivement dans mon allée. Le lourd moteur du camion s'est arrêté brusquement, et 3 portes ont claqué presque à l'unisson. À travers la fenêtre de mon salon, j'ai regardé papa, maman et Cody marcher sur l'allée en béton vers mon Porsche. Il n'y avait aucune trace de honte ou d'embarras sur leur visage pour l'erreur humiliante qu'ils avaient commise 2 jours plus tôt. Au lieu de cela, leur posture était raide d'indignation, dégageant une détermination amère à reprendre le contrôle d'une situation qui leur avait complètement échappé. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent briser le silence avec leurs coups, m'écartant pour les laisser entrer dans le couloir. Maman m'a immédiatement dépassé sans me regarder dans les yeux, se dirigeant directement vers la salle à manger où Papy Clifford était assis avec son journal du matin. Papa se tenait au centre du salon, croisant fermement les bras sur sa poitrine, tandis que Cody planait juste derrière lui avec un épais dossier en cuir solidement rangé sous son bras. « Nous devons parler de ce qui s'est passé mardi », a dit papa, sa voix profonde et rauque après des années de tabagisme. « Tu as embarrassé toute cette famille, Mallory, en jouant à des jeux d'enfants avec des appels vidéo alors que l'esprit de ton grand-père est clairement en déclin. » J'ai plissé les yeux, sentant une bouffée de colère immédiate dans ma poitrine. Mais avant que je puisse prononcer un seul mot, Papy Clifford a baissé son journal et a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. « Mon esprit est aussi vif que le jour où j'ai construit mon premier atelier, » a-t-il déclaré calmement, bien que ses jointures soient devenues blanches autour des bords du papier. Le seul jeu stupide joué cette semaine a été Cody annonçant ma mort pour qu'il puisse s'en mettre plein les poches. Maman s'est avancée, plaçant une main lourde sur la table à manger en bois tout en regardant mon grand-père avec une pitié condescendante. « Tu as 74 ans, Clifford, et vivre isolé dans cette maison avec Mallory a complètement faussé ton jugement, a-t-elle argumenté, son ton dégoulinant d'une fausse inquiétude. Tu as été admis à l'hôpital plus tôt cette semaine, et tu es clairement incapable de gérer le stress de diriger un domaine forestier de 500 acres plus longtemps. » Sans attendre de réponse, Cody a ouvert la fermeture éclair de son dossier en cuir et a claqué une pile de papier juridique fraîchement imprimé sur la table, juste à côté de la tasse de café de mon grand-père. Il a poussé un lourd stylo métallique vers l'avant, pointant vers les lignes de signature surlignées avec des onglets jaunes vifs. Les documents étaient des actes de transfert de propriété pré-rédigés conçus pour transférer immédiatement l'ensemble du domaine forestier et de l'atelier commercial à la SARL personnelle de Cody, dépouillant ainsi mon grand-père de tous les actifs qu'il possédait. Il s'agit de préserver l'héritage familial avant qu'un étranger ou de mauvais conseils ne ruine tout ce que tu as construit, a dit Cody sèchement, refusant de me regarder dans les yeux. Cède le domaine forestier à mon entité commerciale aujourd'hui, et nous nous assurons que tes frais médicaux et tes arrangements de vie soient gérés discrètement sans autre spectacle public. Je me suis interposé entre Cody et la table, regardant directement mon père. Il est tout à fait capable de gérer sa propre vie, et tu sais très bien qu'il ne s'agit pas d'héritage. Il s'agit de rembourser les entreprises ratées de Cody. Papa a fait un pas agressif vers moi, levant le doigt en accusation. Reste en dehors de ça, Mallory. Tu le manipules depuis son opération du genou,
l'isolant du reste d'entre nous pour que tu puisses t'assurer une plus grosse part de son argent. Mon grand-père s'est levé lentement de sa chaise, s'appuyant lourdement sur sa canne en bois pour l'équilibre, mais sa silhouette est restée grande et imposante. Il a ramassé les actes de transfert, a regardé les pages de titres pendant une brève seconde, puis a déchiré fermement toute la pile de documents en deux par le milieu. Le bruit du papier déchiré a résonné vivement dans la pièce alors qu'il jetait les morceaux déchiquetés directement sur les bottes de mon père. « Sortez de la maison de ma petite-fille » a ordonné Papy Clifford, sa voix tremblant de rage authentique. « Et ne mettez plus jamais les pieds sur ma terre. » Papa est devenu rouge d'embarras, tournant le dos et se dirigeant vers la porte d'entrée sans un autre mot. Maman l'a suivi de près, marmonnant amèrement dans sa barbe à quel point nous étions ingrats. Cody s'est attardé sur le seuil du porche un instant de plus, ses yeux se durcissant en quelque chose de sombre et d'impitoyable. « Tu penses que déchirer du papier te protège, vieil homme ?» a ricané froidement Cody. « Dès demain matin, mon avocat dépose une requête formelle de tutelle d'urgence auprès de la Cour des successions du comté de Pulaski. Nous laisserons un juge te déclarer légalement incompétent, et je prendrai le contrôle de chaque dollar que tu possèdes, que ça te plaise ou non. » 10 jours après la menace de Cody, un huissier de justice a monté les marches de mon porche et m'a remis l'assignation officielle au tribunal. Le dossier juridique épais contenait la requête de Cody, déposée auprès de la Cour des successions du comté de Pulaski, demandant une audience d'urgence pour placer mon grand-père sous tutelle judiciaire. Au lieu d'inventer des mensonges purs et simples qui pourraient être facilement réfutés, Cody avait intelligemment instrumentalisé des événements ordinaires du quotidien, les transformant en signes alarmants d'un grave déclin mental. Il a mis en évidence un incident mineur survenu 6 mois auparavant, lorsque mon grand-père a reculé avec son camion dans un poteau de clôture en bois à son atelier, causant une petite égratignure sur le pare-chocs arrière. Cody a également documenté un rendez-vous manqué en cardiologie l'hiver dernier, ainsi qu'un double paiement de facture d'électricité que mon grand-père a effectué en ligne après avoir oublié qu'il avait déjà réglé le solde 2 jours plus tôt. J'ai apporté les documents directement à Spencer Croft, qui nous a conseillé que le moyen le plus efficace de démanteler la requête de Cody avant l'audience du tribunal était de subir une évaluation cognitive indépendante. Il a organisé un rendez-vous immédiat au centre médical de Little Rock avec un psychiatre gériatrique indépendant, le Dr Gerald Shaw, un spécialiste respecté dont les évaluations médicales avaient un poids immense dans les procédures judiciaires de succession. 2 matins plus tard, j'ai conduit mon grand-père au centre médical, assise tranquillement dans la salle d'attente pendant que le Dr Gerald Shaw menait une évaluation clinique complète de 2 heures. L'examen comprenait des tests de mémoire standardisés, des soustractions mathématiques complexes, des défis de conscience spatiale et des questions détaillées concernant la capacité de mon grand-père à gérer ses finances personnelles et ses activités de la vie quotidienne. Lorsque la lourde porte en bois du bureau s'est finalement ouverte, le Dr Gerald Shaw est sorti avec un sourire poli, tenant un presse-papier rempli de notes d'évaluation détaillées. Il a remis une copie du rapport d'évaluation officiel à mon grand-père, confirmant qu'il avait réussi chaque section du test cognitif avec des scores exceptionnels pour un homme de 74 ans. Le Dr Gerald Shaw nous a assuré que mon grand-père faisait preuve d'une capacité mentale complète, de compétences de raisonnement sans faille et d'une compréhension approfondie de sa succession et de ses choix médicaux. Malgré la validation médicale victorieuse, le trajet de retour à ma maison était enveloppé d'un silence lourd et douloureux. Mon grand-père regardait fixement par la fenêtre passager les arbres de l'autoroute qui défilaient, reposant son menton sur ses mains burinées. La réalité que son propre fils et petit-fils l'avaient soumis à un test psychiatrique humiliant pour lui ôter son indépendance pesait bien plus lourdement sur son cœur que n'importe quel différend financier n'aurait jamais pu le faire. Être forcé de prouver sa santé mentale à un étranger à cause de la cupidité de sa famille lui avait enlevé une part de sa dignité qu'aucun rapport médical élogieux ne pourrait vraiment restaurer. Pendant ce temps, maman Brenda a commencé à mener activement une campagne de diffamation malveillante au sein de notre famille élargie et de la communauté de l'église locale à travers le centre de l'Arkansas. Elle a appelé des parents en affirmant que mon grand-père perdait rapidement la tête et que je l'isolais cruellement de ses enfants pour manipuler son testament en ma faveur. Lors d'une course de routine au supermarché local, une vieille amie de la famille a éloigné son chariot du mien, chuchotant assez fort pour que les acheteurs voisins entendent que je profitais d'un homme âgé. Ce soir-là, je me suis assise à côté de mon grand-père sur le porche alors que la nuit humide du sud s'installait sur le parc à bois. Il tenait le rapport médical dans ses mains, pointant silencieusement la confirmation écrite du docteur Gerald Shaw qui affirmait sa vivacité d'esprit. Il m'a regardé avec une expression triste et lasse,
me demandant pourquoi les personnes qu'il avait passé toute sa vie à protéger et à soutenir traitaient maintenant ses cheveux argentés et son genou raide comme la preuve qu'il n'avait plus sa place dans sa propre maison. Alors que nous préparions notre défense pour l'audience du tribunal, l'avocat Spencer Croft a appelé avec des découvertes critiques de la banque. Il a demandé que nous venions immédiatement à son bureau du centre-ville de Little Rock, son ton inhabituellement sombre au téléphone. Lorsque mon grand-père et moi sommes arrivés 20 minutes plus tard, Spencer Croft avait plusieurs piles épaisses de registres financiers étalés sur sa table de conférence en acajou, marqués d'onglets rouges vifs. Il a expliqué qu'après que Cody a déposé la requête de tutelle affirmant que mon grand-père perdait le contrôle de ses finances, Spencer Croft a obtenu l'autorisation légale d'auditer chaque compte bancaire lié à l'atelier de bois commercial au cours des 4 dernières années. Ce qu'il a découvert n'était pas l'histoire d'un homme âgé devenant désorganisé avec son argent, mais plutôt un drainage calculé et systématique de ses économies de toute une vie. 2 ans auparavant, mon grand-père avait subi une importante opération de la cataracte qui avait temporairement altéré sa vision pendant près de 4 mois. Pendant cette période de convalescence, il a signé une procuration financière limitée, accordant à mon père et à Cody un accès temporaire pour gérer l'entretien courant de l'équipement et payer les factures opérationnelles du parc à bois. Cet accès temporaire était censé prendre fin au moment où mon grand-père retournerait au travail. Pourtant, Cody avait discrètement maintenu l'autorisation secondaire active sur le compte commercial principal. Spencer Croft a tapé son stylo contre une feuille de calcul détaillée, mettant en évidence des dizaines de virements suspects qui avaient eu lieu sur 24 mois consécutifs. Au lieu de payer des fournisseurs de bois légitimes, Cody avait généré de fausses factures pour des mises à niveau de machines imaginaires et des réparations structurelles de l'atelier. Il a utilisé ces documents frauduleux pour autoriser des transferts répétés directement vers une société de sous-traitance écran qu'il avait enregistrée sous son propre nom, détournant un total stupéfiant de 320 000 $ juste sous le nez de mon grand-père. L'ampleur du vol a laissé mon grand-père visiblement abasourdi, ses mains tremblant alors qu'il traçait son doigt le long de la longue colonne de fonds volés. Chaque transaction portait la signature de son propre fils et petit-fils, des individus en qui il avait implicitement confiance pendant sa convalescence. Spencer Croft a révélé que Cody n'avait pas utilisé l'argent pour construire une entreprise légitime, mais avait plutôt gaspillé chaque dollar dans des investissements immobiliers spéculatifs à haut risque sur la côte de la Floride qui se sont complètement effondrés lors de la récente crise du marché. Face à une faillite imminente et à des collecteurs de dettes massifs se rapprochant de son entreprise de sous-traitance défaillante, le désespoir soudain de Cody est devenu douloureusement transparent. Il ne s'était pas soudainement inquiété de la santé mentale de mon grand-père ou de l'héritage familial après avoir vu une ambulance à la maison. Il se noyait dans une ruine financière grave et déclarait mon grand-père mentalement incompétent par le biais d'une tutelle ordonnée par le tribunal était sa tentative désespérée de prendre le contrôle de l'ensemble du domaine forestier pour couvrir ses crimes avant que quiconque ne découvre les fonds manquants. J'ai regardé Spencer Croft, lui demandant si ses relevés bancaires étaient suffisants pour être présentés directement au juge des successions lors de la prochaine audience. Spencer Croft nous a assuré que cette piste documentaire transformait notre défense d'une posture défensive en une contre-attaque juridique dévastatrice. Dans l'État de l'Arkansas, utiliser une procuration pour transférer les fonds d'un parent âgé sur des comptes d'entreprise personnelle sans autorisation écrite explicite constitue une exploitation financière grave des personnes âgées. Une infraction sérieuse qui entraîne une responsabilité civile immédiate et des sanctions pénales. Mon grand-père s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, fermant les yeux fermement alors que la lourde vérité l'envahissait dans le bureau silencieux. Il avait passé des décennies à travailler de longues heures sous le chaud soleil du Sud pour construire un héritage sûr pour sa famille, seulement pour réaliser que son propre sang avait traité les économies de sa vie durement gagnées comme une tirelire ouverte. Il a ramassé les relevés bancaires, les tenant fermement dans ses mains burinées, et a demandé à Spencer Croft de joindre chaque page à notre dossier judiciaire officiel. 2 jours avant l'audience du tribunal, l'avocat Spencer Croft nous a remis un dossier imprimé de messages textes obtenus par assignation du téléphone de Cody. Les enregistrements numériques ordonnés par le tribunal ont révélé un long échange non filtré entre Cody et mon père s'étalant sur les 6 mois précédents. Alors que mon grand-père se penchait sur le bureau en acajou, ajustant ses lunettes de lecture pour parcourir les pages de la transcription, l'arrogance froide capturée dans ces lignes imprimées a brisé tout espoir silencieux qu'il avait gardé caché dans son cœur. Dans un fil de discussion particulièrement flagrant, envoyé quelques semaines seulement après le début des transferts d'argent frauduleux, mon père avait demandé à Cody s'il s'inquiétait que mon grand-père finisse par auditer les comptes du bois. La réponse dactylographiée de Cody était courte, dédaigneuse et dégoulinante de mépris. Le vieil homme ne portera jamais ça devant les tribunaux, avait écrit Cody sans hésitation.
Il préférerait avaler la perte plutôt que d'embarrasser le nom de la famille Mercer à travers Little Rock. Il nous pardonne toujours de toute façon. Cette seule phrase a exposé le fondement cruel de tout leur stratagème. Pendant des décennies, chaque fois que Cody avait eu des problèmes financiers avec ses entreprises ratées, mon grand-père était discrètement intervenu pour amortir le choc, faisant des chèques pour préserver la fierté de sa famille et donner à son petit-fils une autre chance. Mon père et Cody n'avaient pas passé des mois à essayer de cacher parfaitement leurs traces parce qu'ils croyaient sincèrement que leur couverture juridique était infaillible. Ils avaient agi en toute impunité simplement parce qu'ils croyaient que mon grand-père était trop fragile, trop craintif de la disgrâce publique et trop farouchement dévoué à sa lignée pour jamais les tenir responsables. La prise de conscience que sa générosité de toute une vie avait été interprétée comme une faiblesse a transformé quelque chose de fondamental à l'intérieur de mon grand-père. L'expression hésitante et blessée qui avait assombri son visage depuis l'appel téléphonique initial a complètement disparu, remplacé par une résolution silencieuse et inflexible. Il a replacé la transcription du texte sur le bureau de Spencer Croft et a levé les yeux avec un regard inébranlable. Ils ont construit tout leur plan sur l'hypothèse que je resterais silencieux pour les protéger, a dit mon grand-père, sa voix stable et dépourvue de colère. Il est temps de leur montrer que ma gentillesse n'a jamais été une permission de me voler. Sans un instant d'hésitation, mon grand-père a demandé à Spencer Croft de rédiger immédiatement un plan de succession entièrement révisé et de révoquer tout document testamentaire antérieur. Il a formellement déshérité mon père et Cody, s'assurant qu'aucun d'eux ne recevrait jamais un seul acre du domaine forestier ou un seul dollar de ses économies personnelles. Selon les termes du nouveau document juridiquement hermétique, mon grand-père a établi une fiducie entre vif irrévocable conçue pour couvrir ses propres soins de santé, son logement et ses besoins personnels pour le reste de sa vie, gérée par un fiduciaire professionnel indépendant. À son décès éventuel, sa résidence principale, ainsi que la moitié de la propriété forestière de 500 acres, m'était directement attribuée. La partie restante de la succession était destinée à établir une fondation permanente de bourses d'études en foresterie à l'université locale de l'Arkansas, aidant les jeunes étudiants de la classe ouvrière à poursuivre des diplômes en conservation des terres et en gestion durable du bois. Lorsque Spencer Croft a présenté les documents finalisés une heure plus tard, mon grand-père a signé chaque page d'une main ferme et stable, regardant deux assistants juridiques témoigner et notariser sa signature. Il a ramassé sa canne en bois, s'est levé droit sans avoir besoin d'aide, et a regardé vers la fenêtre surplombant les rues de la ville. Pour la première fois depuis des semaines, il ressemblait à l'homme fort et autonome qui avait passé 40 ans à créer une entreprise de bois à partir du sol accidenté du Sud. Alors que nous sortions du cabinet d'avocat sous le chaud soleil de l'après-midi, mon grand-père s'est arrêté à côté de mon camion, posant sa main sur le capot chaud. Il m'a regardé avec un sentiment de paix tranquille dans les yeux, remarquant que fixer des limites avec les gens que l'on aime est souvent le travail le plus difficile qu'un homme aura jamais à faire. Mais s'accrocher à sa dignité vaut toujours la clarté douloureuse qui l'accompagne. Un mercredi matin humide, nous avons monté les marches en pierre du palais de justice du comté de Pulaski pour l'audience de tutelle. La salle d'audience voûtée était silencieuse lorsque le juge des successions a appelé l'affaire, incitant l'avocat de Cody à présenter immédiatement leur requête. Ils ont tenté de construire une image de déclin cognitif grave, en faisant référence à plusieurs reprises à la petite éraflure de la clôture à l'atelier et au rendez-vous médical manqué il y a des mois. Cody était assis d'un air suffisant à la table du pétitionnaire, posant ses coudes sur la surface en chêne, comme si le domaine forestier était déjà légalement placé sous son contrôle absolu. Quand ce fut notre tour de présenter notre cas, Spencer Croft se leva calmement et brisa toute leur narration fabriquée en quelques minutes. Il a d'abord présenté le rapport médical complet signé par le docteur Gerald Shaw, qui établissait clairement que mon grand-père possédait une santé cognitive sans faille et une pleine capacité mentale. Spencer Croft a ensuite dévoilé les registres bancaires certifiés détaillant le vol systématique de 320 000 $, ainsi que les messages textes obtenus par assignation où Cody se vantait ouvertement que mon grand-père n'engagerait jamais de poursuite judiciaire. L'atmosphère dans la salle d'audience a changé instantanément alors que le juge examinait attentivement les documents financiers et les transcriptions de textes. Acculé par la piste documentaire indéniable, Cody a perdu son sang-froid et s'est tourné agressivement vers mon père, criant que tout le stratagème frauduleux avait été l'idée de mon père depuis le tout début. Mon père a réagi furieusement, frappant des poings sur la table et criant en retour que Cody était celui qui avait gaspillé l'argent volé dans des investissements immobiliers ruinés. Leur dispute acharnée a continué jusqu'à ce que la juge frappe son marteau à plusieurs reprises, exigeant l'ordre dans sa salle d'audience. Le juge des successions a rendu sa décision sans quitter le banc, rejetant formellement la requête de tutelle de Cody avec préjudice.
Elle a noté que mon grand-père faisait preuve d'une clarté mentale exceptionnelle tout en réprimandant publiquement mon père et Cody pour avoir tenté d'utiliser à mauvais escient le système judiciaire pour dissimuler une exploitation financière. De plus, la juge a officiellement renvoyé l'ensemble du dossier et de l'audit financier directement au procureur du district du comté de Pulaski pour une reprise civile formelle et une enquête criminelle. Les conséquences juridiques se sont déroulées rapidement au cours des mois suivants, alors que les forces de l'ordre ont engagé des poursuites formelles contre eux. Pour éviter des poursuites pénales immédiates et satisfaire le jugement de restitution civile, mon père et Cody ont été contraints de vendre leur propriété résidentielle à Little Rock pour rembourser intégralement les 320 000 $ dus à la succession de mon grand-père. Restés avec rien d'autre que des réputations ruinées et des dettes croissantes, ils se sont présentés à mon porche un soir, suppliant désespérément le pardon et demandant à mon grand-père d'abandonner les poursuites judiciaires restantes. Mon grand-père s'est approché lentement de la porte d'entrée, regardant son fils et son petit-fils à travers la vitre avec un calme complet. Il n'a pas crié ni manifesté de colère, mais leur a simplement dit que le pardon n'exigeait pas de permettre un comportement toxique, ni de laisser des personnes malhonnêtes revenir dans sa vie. Il a fermé la lourde porte en bois, l'a solidement verrouillée et est retourné à son fauteuil dans le salon, coupant définitivement tout contact avec eux. Nous sommes retournés à notre routine tranquille sur la propriété forestière de Little Rock, profitant de la paix et de la dignité que mon grand-père s'était si durement battu pour défendre. Entouré des pins imposants qu'il avait passé 40 ans à cultiver, il vivait confortablement, sachant que l'œuvre de sa vie était enfin protégée de la cupidité qui avait tenté de la détruire. Ce voyage nous rappelle à tous que la vraie famille est définie par un amour authentique, la confiance et le respect mutuel plutôt que par de simples liens de sang. Défendre ses proches et maintenir des limites fermes contre la trahison, même lorsque cela implique ceux qui nous sont les plus proches, est essentiel pour préserver notre intégrité et notre tranquillité d'esprit. Merci beaucoup d'avoir écouté notre histoire jusqu'à la toute fin. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos expériences personnelles dans les commentaires ci-dessous.